Moi, j'ai un regard là-dessus de pédagogue, hein, de praticien de l'école et d'homme de terrain, même si je suis à la retraite maintenant, mais je n'ai pas oublié encore les difficultés du métier d'enseignant et les difficultés du fonctionnement du système. Donc j'ai deux entrées complémentaires dans l'esprit de ce que Joël de René vient de dire. Premièrement, c'est l'entrée quel savoir va enseigner à l'école aujourd'hui. Donc quel est le rapport entre essentiellement les disciplines scolaires donc, et les savoirs du monde, les savoirs sociaux, les savoirs scientifiques, etc. Et quelle est la place de la discipline scolaire aujourd'hui dans cet ensemble-là. Ça pose des problèmes considérables. Je résume, je l'écrirai d'ailleurs, ce sera peut-être le prochain billet. Ça pose des problèmes considérables que mon copain André Jourdan, qui devait venir, mais qui est, vous avez fait des cycles de conférences aux États-Unis, là en ce moment qui devait venir, je reprends beaucoup ses propos là-dessus. Quel est le sens aujourd'hui des disciplines scolaires quand même un peu fatiguées, ultra cloisonnées, qui ont pris un pouvoir de plus en plus important avec l'évolution de l'école, contrairement à ce qu'on aurait pensé en regardant l'évolution d'ensemble des problèmes de l'éducation et de la formation, contrairement à ce qu'on avait pu prévoir dès les années 60, le poids des disciplines scolaires s'est renforcé pour des tas de raisons, y compris des raisons corporatistes, attachées aux catégories de profs qui se défendent et on peut le comprendre, mais aussi pour des raisons de pression sociale sur l'école qui ont fait que le niveau d'exigence dans la perspective de l'évaluation et des examens a contribué à renforcer encore le poids excessif des disciplines scolaires conçues de l'intérieur et conçues en tant que telles, indépendamment des contextes. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Quel savoir pour 2030, 2040, et donc que vont devenir les disciplines scolaires par rapport à ça. Alors je ne développe pas, quantité de savoir de nouvelles disciplines, quantité de savoir qui se développe de jour en jour, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui les programmes scolaires? Au moins qu'on se pose la question, et au moins qu'on se dise comment on peut, si on ne peut pas s'en libérer si vite que ça, c'est compliqué, comment on peut les ouvrir et les transformer pour qu'ils soient davantage en cohérence, en cohésion et dans l'esprit de l'évolution des savoirs du monde dans leur ensemble. La deuxième entrée, pour être bref, c'est évidemment le comment. Tout cela évoluant, quel type de savoir on va définir ou choisir. Je rappelle toujours au passage pour l'anecdote que le problème du choix des disciplines scolaires n'est pas un nouveau problème. Jules Ferry, déjà, je le dis souvent, évoquer cette question-là et se poser le problème du choix des disciplines. Je dis toujours pour l'anecdote qu'il avait envisagé de mettre du droit dès l'école élémentaire dans les programmes scolaires, mais qu'il n'avait pas pu le faire parce qu'il trouvait que la société déjà se judiciarisait de plus en plus et que le problème des conflits internes, des débats entre les gens allait se développer. Il pensait que le droit c'était légitime de le mettre. Il n'a pas pu le faire parce que la société des avocats s'y est opposée. Donc c'est très intéressant de savoir dans l'histoire du choix des disciplines qui remonte à l'Antiquité, au Moyen-Âge, aux universités et qui persiste, pourquoi ça persiste encore de cette façon aussi, je veux dire, presque totalitaire. Donc je reviens à mon deuxième volet, c'est la pédagogie. Comment ? Parce que l'école n'est plus la seule dispensatrice de savoir, l'école est très loin d'être aujourd'hui celle qui construit des savoirs qui durent. On sait que 80% des savoirs appris à l'école sont oubliés, ou reconstruits après, dans la vie, et même les enseignants d'ailleurs eux-mêmes, ils reconstruisent leur savoir scolaire en faisant l'école. Ils avaient déjà en grande partie oublié, comme un stitch, c'était mon cas sur la grammaire. Toujours eu horreur de la grammaire, je trouvais toujours que c'était imbécile et que ça ne servait à rien. Pour moi, comme disait Freinet, pour apprendre à parler et écrire, il faut parler, il faut écrire, il ne faut pas décomposer la langue d'abord, puis après utiliser la décomposition de la langue, il faut d'abord parler et écrire. J'ai appris la grammaire après coup en faisant du CM2 quand j'étais institut. Puis j'avais tout oublié de la grammaire, tellement ça me marrait. Donc il faut qu'on s'interroge sur comment on va apprendre. Ah oui, je voulais dire un point sur les savoirs et sur l'école, c'est l'articulation qui est oubliée à cause du terrorisme des disciplines avec les finalités et les objectifs généraux.
L'objectif général, par exemple, apprendre à communiquer, apprendre à s'écouter, apprendre à parler, apprendre à dialoguer, etc., il est complètement oublié au profit de la mécanique interne des disciplines. Et les finalités, en général aussi, sont oubliées. Donc comment faire, compte tenu de la diffusion, de l'accessibilité des savoirs, et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas tant de fractures numériques que ça, même les gosses de milieux très défavorisés utilisent ces outils-là et dès la sortie du collège se précipitent sur leurs petites machines et ne les quittent pas jusqu'au moment où il est trop tard pour faire les devoirs. Ils ne le font pas d'ailleurs, parce qu'ils se demandent à quoi ça sert, mais ils restent sur leurs petites machines à échanger avec les autres, dans des réseaux, y compris sur des savoirs. Et sur des savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires et qui ne coïncident pas à des disciplines scolaires. Il faudra bien que l'école prenne en compte ces évolutions-là. Sinon, elle risque de disparaître si elle ne prend pas en compte ces évolutions-là. Je fais un peu caricatural pour pas être trop long. Mais elle se pose le problème de son existence même si elle n'intègre pas l'évolution de la diffusion, de la cité qui apporte quelque chose, du quartier, du village, qui apporte des savoirs. Les enfants d'aujourd'hui qui arrivent à l'école possèdent une quantité de savoirs qu'ils ne possédaient pas dans ma génération, par exemple. Ça ne veut pas dire que les gosses de ma génération ne savaient rien, ça veut dire que les gosses d'aujourd'hui savent infiniment plus de choses. Les profs, quelquefois, me disent « oui, mais c'est pas des savoirs ». Parce que ce qui ne serait pas passé par l'école, forcément, c'est pas un savoir. Détrompons-nous. J'observe qu'il y a beaucoup de gamins qui s'intéressent, par exemple, à des domaines scientifiques, je prends le cas de l'aéronautique, ou donc le problème de l'air, etc., ou même dès la maternelle, du verre qu'on renverse sur un bol d'eau et qui bondit, pourquoi, etc., comment ça se chapaque, etc. Ces savoirs-là, il y a des échanges, ils ne sont pas nécessairement dans les disciplines scolaires, il y a des échanges entre les gamins, je prends le cas de l'aéronautique, ça n'existe pas, ou de l'astronomie, ou des choses comme ça. Il y a des gamins d'âge de CM et de collège qui se créent des réseaux pour échanger sur des questions de ce type-là, et l'école l'ignore complètement. L'école n'en sait rien. Un gamin qui peut être très fort dans un domaine précis qui n'a rien à voir avec une discipline scolaire, l'école ne sait même pas qu'il le sait et n'utilise pas ces savoirs-là. De la même manière, les échanges, les réseaux d'échange de savoir, et j'étais très sensible à votre texte ou votre intervention sur EducaVox sur l'intergénérationnel. J'ai publié il n'y a pas longtemps un texte sur un collège de ma région où les gamins apprennent à leurs grands-parents à utiliser l'informatique, etc. Mais ce type d'échange-là apporte aussi beaucoup aux gamins eux-mêmes parce que ça les pousse à la réfléchir, etc. Sur un collège de Lens, on ne pourra pas échapper à ça. Et donc ça posera le problème du fonctionnement de l'institution, l'heure, la classe, le cours, la discipline. Ça n'aura plus de sens probablement dans les années qui viennent. Alors il faut oser faire ça et oser bousculer ça. Je termine. Il faut oser faire ça. EducaVox peut jouer, je termine là-dessus, EducaVox peut jouer un rôle là-dessus. C'est évident. Et je rebondis sur ce que disait Daniel Kaplan à l'entrée sur les ENT. On peut jouer un rôle, et ce sera la difficulté d'EducaVox d'ailleurs. On peut jouer un rôle si l'usage des outils que les gamins utilisent n'aboutit pas à conforter les pratiques qui sont déjà condamnées, dont je viens d'expliquer qu'elles sont mortes ou en voie de disparition ou de condamnation. Actuellement, trop d'outils ne sont utilisés que pour valoriser, conforter des pratiques condamnables ou condamnées. Et donc, comment faire pour qu'EducaVox, qui ne peut pas ne pas publier des efforts qui sont faits de prise en compte des technologies nouvelles du numérique, mais comment faire pour que, dans le même temps, on ne peut pas refuser, en plus les enseignants, les auteurs ne comprendraient pas, ils font un effort, ils s'engagent, ils travaillent, ils ont conscience de faire bien, etc., et ils ont raison. Mais comment faire en sorte pour montrer que ce type de pratique pourrait s'inscrire dans une vision beaucoup plus prospective? Nous avons le tort à l'éducation nationale, j'assume ça, comme ancien inspecteur, comme ancien responsable du système, de toujours regarder
le passé pour construire l'évolution du système. C'est-à-dire qu'on aménage toujours le passé, on l'améliore sur les marges, on introduit des outils mais sans changer fondamentalement, alors qu'il faudra bien, et c'est bien qu'on soit à la FING pour parler de ça, alors qu'il faudra bien qu'on change de regard et qu'on se dise que sera la société en 2020, 2030, 2040, et qu'on, sans être futurologue, rêveur, etc., mais quand même, et qu'on se dise quel sera l'homme, l'honnête homme, entre guillemets, de 2040, du 21e siècle, quel savoir, quelle méthode, quelle pratique, quels objectifs, apprendre à apprendre, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va faire, comment on peut valoriser, sans dénigrer tout ce qui est fait dans la masse de ce qui est sur Educabox, comment impulser des changements qui s'inscrivent avec une vision prospective. Ça, c'est un enjeu pour moi, pour une